Moi, quand je lis ça, j'imagine direct la scène. Une mère de famille, complètement épuisée, affamée par une famine qui ravage sa ville, Ouais. et elle se retrouve contrainte de vendre ses propres bijoux. Pourquoi? Pour éponger les dettes colossales que son mari a accumulées lors d'un voyage d'affaires à l'étranger. C'est fou, hein. Et pendant qu'elle gère 5 garçons à la maison, le mari en question, lui, il envoie des messages depuis un pays lointain pour l'accuser, elle, de dépenser trop d'argent. On dirait vraiment le scénario d'une série dramatique moderne, avec, tu sais, des textos furieux envoyés à 2 heures du matin. Carrément, on s'y croirait. Sauf que cette dispute conjugale, elle s'est déroulée il y a 4000 ans, en Mésopotamie, et les textos étaient gravés sur de la boue séchée. C'est exactement ce qui rend notre sujet du jour si puissant, parce que quand on repense à l'Antiquité, on a souvent en tête de grandes statues de rois figés de profil. Des grandes batailles, des trucs épiques, quoi. Voilà, des batailles grandioses, des listes de dynasties interminables. Un passé très clinique, très bien rangé dans les vitrines des musées, en fait. Mais dès qu'on soulève le voile des correspondances privées, la pierre s'effrite un peu et on se retrouve face à la chair, au sang et aux angoisses très familières d'êtres humains ultra complexes. Et c'est la mission de notre plongée dans les sources aujourd'hui. L'équipe a rassemblé une documentation exceptionnelle dominée par un article vraiment fascinant publié par CNRS Le Journal. Et l'article s'intitule « Je vous écris de Mésopotamie il y a 4000 ans ». Et donc, on ne va pas parler de rois lointains aujourd'hui. On va lire la plus ancienne correspondance privée de l'humanité. On va entendre les voix de femmes nommées Sukkana, Kunania ou Atitum. Des femmes qui vivaient au début du 2e millénaire avant notre ère. Exactement. Alors, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment une dispute de couple ou en rapport comptable pouvait voyager à cette époque, il faut d'abord poser le décor. Où est-ce qu'on est exactement et qui sont ces gens qui s'écrivent avec autant de ferveur? Alors, on est face à un réseau tentaculaire de familles de marchands assyriens, et le cœur battant de ce réseau, c'est la cité-État d'Assour. D'accord. C'est où ça, géographiquement? Ça se situe dans le nord de l'Irak actuel, et à l'époque, c'est une ville super dynamique d'environ 10 000 habitants. 10 000, c'est déjà pas mal pour l'époque. Ouais, c'est énorme. Mais les vraies affaires, elles se font pas sur place. Leurs principaux partenaires commerciaux se trouvent à Kanesh. Kanesh, ok. C'est un immense comptoir situé en Anatolie, donc dans la Turquie actuelle. Et ça comptait près de 30 000 habitants. Attends, l'Irak et la Turquie. On parle d'une distance gigantesque pour le monde antique, non? Ah on parle de près de 1000 kilomètres. 1000 kilomètres de montagnes, de plaines arides, de routes hyper sinueuses. D'accord, donc 1000 kilomètres, sans ondes, radio, sans Internet, sans même les grandes routes pavées romaines qui arriveront bien plus tard. Concrètement, comment un marchand à Kanesh envoyait un message à sa femme à Assour? Alors, le support de base, c'est l'argile fraîche. Le scribe, ou l'expéditeur lui-même, il prend une petite poignée d'argile. De la terre, quoi. Ouais, voilà, de la terre humide. Il la modèle en un petit coussinet, à peu près de la taille de la paume de la main, et il utilise une tige de roseau taillée en biseau pour y imprimer des signes cunéiformes. Donc on grave pas, on tamponne en fait. C'est ça. On raye pas la surface, on y enfonce la pointe pour former des petits clous. Et ensuite, on laisse sécher au soleil. Jusque-là, c'est le cliché classique de la tablette qu'on a tous vu dans les livres d'histoire. Mais j'ai vu dans nos sources une histoire d'enveloppe. Comment on met un morceau de terre dans une enveloppe? Je veux dire, ils n'avaient pas de papier bulle. Et ce qui est fascinant ici, c'est justement l'ingéniosité de ce système pour maintenir la cohésion de tout ce réseau. Ils prenaient une autre feuille d'argile fraîche, très fine cette fois, et ils en enveloppaient complètement la lettre originale. Ah, la lettre originale devait être sèche d'abord. Absolument. Sinon, les deux couches fusionnent. Donc, sur cette enveloppe d'argile fraîche, ils écrivaient le nom du destinataire, un petit résumé du contenu, et surtout, ils faisaient rouler leur seau cylindrique. Le fameux seau cylindrique. J'essaie de visualiser le truc. C'est comme un système de cryptage au fond, hein. Exactement. Il faut s'imaginer un petit cylindre en pierre très dur, gravé avec des motifs uniques super complexes. Quand on le fait rouler sur l'argile molle de l'enveloppe, ça laisse une frise en relief interrompu. Comme une signature? C'est la signature infalsifiable de l'expéditeur. Si l'enveloppe est brisée ou même juste un peu altérée pendant le voyage, le destinataire le saura tout de suite. Le sceau prouve l'identité et garantit l'intégrité du message. C'est l'équivalent antique de notre blockchain, en fait. Un registre inviolable, scellé avec une clé privée. C'est dingue. Mais une fois que ce petit coffre-fort d'argile est prêt, faut bien le faire voyager. Ça circulait à quelle vitesse?
Ces lettres, qui étaient parfois protégées par du cuir ou des bouts de textile, elles rejoignaient les grandes caravanes marchandes. Et le transport se faisait exclusivement à dos d'âne. À dos d'âne. Ouais. Donc pour parcourir ces 1000 kilomètres, une caravane classique mettait environ 6 semaines. 6 semaines. Non mais c'est le message vocal WhatsApp le plus lourd de l'histoire, quoi. Tu envoies ton message et tu attends 1 mois et demi pour avoir les petites doubles coches bleues de lecture. C'est ouf. Et si c'était une urgence absolue? Un crèche boursier antique, par exemple, on faisait comment? Dans ce cas-là, on pouvait louer les services d'un messager privé. Il partait seul, sur une mule, et il pouvait couvrir la distance en express, soit environ 3 semaines. Une mule express? Voilà. Mais bon, ça coûtait évidemment une fortune. Ce qui amène une déduction hyper logique. Si on doit payer une fortune, mobiliser des ânes ou une mule express, risquer de se faire attaquer par des brigands pendant des semaines juste pour envoyer un message de la taille d'un smartphone, bon, tu le fais pas pour demander la recette du ragoût de mouton. Ah clairement pas, non. Le contenu de ces tablettes devait être vital. Et dans nos sources, on découvre que l'obsession numéro 1, le sujet central, c'était l'argent. Tout à fait. C'était une société profondément capitaliste avant l'heure, en fait. Juste pour donner une idée de l'échelle, sur le seul site archéologique du comptoir de Canèche, on a excavé 22 000 tablettes. 22 000. C'est une montagne d'archives. C'est énorme. Et la chercheuse Cécile Michel, qui est vraiment une figure centrale de ces recherches, a participé au déchiffrement d'environ 12 000 d'entre elles. Et ce que ces textes révèlent, c'est une sophistication économique franchement vertigineuse. Là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Parce que je lis dans nos notes qu'on a retrouvé des traces de, et je cite, « chèques aux porteurs » et de sociétés en commandite. Oui. Attends, des chèques aux porteurs il y a 4000 ans? On n'était pas censé être à l'époque du simple troc de poule contre du blé, là? Comment ça marche physiquement? Comment un simple bout de terre peut agir comme un chèque bancaire alors qu'il n'y a ni banque centrale, ni billet de banque? C'est tout le génie du système. Quand on a des structures commerciales à une telle échelle, qui brassent des tonnes de cuivre, d'étain, de textile à travers tout le Moyen-Orient, ça exige forcément des instruments financiers sophistiqués. On peut pas juste transporter des charrettes d'or. Exactement. C'était trop lourd et surtout beaucoup trop dangereux avec les bandits. Ils ont donc conceptualisé le transfert de créances. Une tablette scellée reconnaissait qu'une personne A devait une certaine quantité d'argent à une personne B. Une reconnaissance de dette classique. Sauf que ce texte pouvait inclure une petite clause précisant que la dette devait être remboursée à celui qui détient cette tablette, toute personne majeure qui l'avait en main. Si je vends du tissu à Canèche, l'acheteur me donne une tablette gravée disant « je dois de l'argent au porteur ». Je peux ensuite prendre cette tablette, voyager pendant des semaines et l'utiliser pour payer mon propre fournisseur à Assour. Et précisément, la tablette d'argile devenait un instrument financier abstrait, monétisable. C'était un vrai chèque au porteur. Et ils utilisaient ce même principe pour créer des sociétés en commandite. C'est-à-dire? Des investisseurs à Assour regroupaient des capitaux, les confiaient à un marchand qui partait en Anatolie, et ils se partageaient les bénéfices à son retour, parfois des années plus tard. D'accord, l'ancêtre des actionnaires. Mais tout investissement comporte des risques. Il se passait quoi si le marchand se faisait attaquer sur la route ou si, une affaire tournait vraiment mal? Il n'y avait pas d'assurance faillite à l'époque. S'il ne pouvait pas rembourser, comment on garantissait ces dettes qui devaient être monumentales? Alors là, on touche à la face très sombre de cette économie florissante. La garantie n'était pas seulement immobilière ou matérielle, elle était souvent humaine. C'est l'esclavage pour dette. Comment ça, humaine? On confisquait la maison et ensuite on se servait dans la famille? Littéralement, ouais. Si une échéance de prêt n'était pas respectée, par exemple après une mauvaise récolte ou une famille s'était endettée juste pour pouvoir acheter du grain, le créancier avait le droit légal de saisir un membre de la maisonnée. Oh waouh! Une femme, un enfant ou le débiteur lui-même était placé au service exclusif du créancier pour éponger la dette par son travail forcé. C'est glaçant. Les sources donnent d'ailleurs un exemple très précis de cette pression étouffante. On a la lettre d'une femme, Chicha Chouchard. Son mari lui a écrit pour lui réclamer, je cite, 40 mines de cuivre sous forme de fossiles et 2,5 mines d'étain. Et le gars, il est hors de lui. Il exige qu'elle fasse payer les créanciers en souffrance. Mais concrètement, 40 mines de cuivre, ça représente quoi? C'est quoi le pouvoir d'achat derrière cette colère? Il faut savoir qu'une mine, ça équivaut à peu près à 500 grammes. Donc on parle ici de 20 kilos de cuivre, mais déjà transformé en outil fini. Des fossiles prêts à être revendus ou échangés. Ah oui, c'est de la marchandise de valeur. Et l'étain, lui, c'était un métal très rare, stratégique,
indispensable pour fabriquer du bronze, donc très cher. Pour le mari de Chicha Chouchard, l'enjeu n'est pas seulement de récupérer un petit profit. Si ses créances ne rentrent pas, c'est sa propre crédibilité financière qui s'effondre. Et il y a le risque réel que sa propre famille finisse en servitude. C'est une pression de malade. Et cette lettre adressée à Chicha Chouchard soulève d'ailleurs un paradoxe incroyable. On a affaire à un monde qui est extrêmement dur, hyper impitoyable. Mais pendant que les maris sillonnent les routes ou s'installent dans les comptoirs lointains, qui est-ce qui gère l'empire à la maison ? Ce sont les femmes. Oui, Et quand on regarde les contrats juridiques de l'époque, leur statut est franchement presque irréel pour l'Antiquité, non ? il est d'un avant-gardisme complètement stupéfiant. Dans des villes commerçantes comme Assour, ou plus au sud à Nippur en Babylonie, les hommes et les femmes avaient des droits égaux. Les femmes jouissaient d'une personnalité juridique pleine et entière. C'est-à-dire, Elles pouvaient faire quoi ? elles pouvaient faire quoi ? Elles achetaient des propriétés, elles héritaient en leur nom propre, elles prêtaient de l'argent, possédaient des esclaves, exactement comme les hommes. Et en matière de séparation, est-ce qu'une femme pouvait simplement dire « bon, c'est fini, je prends mes affaires », je veux dire, l'égalité allait jusque dans le divorce ? Les contrats de mariage retrouvés sont d'une froideur contractuelle très égalitaire. Les sources citent l'exemple du couple Abaya et Haddad Shamshi. Le contrat stipule très clairement, si l'un ou l'autre initie le divorce, l'amende imposée à celui qui part est exactement la même. Pareil pour les deux. Exactement. Dans leur cas, c'était un tiers de mine d'argent, soit environ 150 grammes d'argent. Attends. Je suis obligé d'être sceptique, là. Une égalité parfaite dans le divorce il y a 4000 ans ? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de projeter nos idéaux contemporains sur des textes anciens ? C'était vraiment appliqué au quotidien, ce truc ? C'était rigoureusement appliqué. Mais il ne faut pas se méprendre sur les motivations derrière ça. Ce n'était pas un idéalisme moral ou du féminisme avant l'heure, c'était du pur pragmatisme économique. L'argent d'abord. Voilà, ces femmes brassaient des capitaux énormes. Le droit protégeait l'argent. Et donc, par extension, il protégeait celles qui le manipulaient. D'ailleurs, c'est important de souligner que cette liberté n'avait rien d'universel en Mésopotamie. Cela soulève une question importante sur la géographie des droits. Comment ça ? Si on se déplaçait un peu plus au nord, à Sippar par exemple, le contraste était radical. Là-bas, une femme qui osait quitter le domicile conjugal risquait d'être jetée à l'eau ou précipitée du haut d'une tour. La géographie dictait littéralement le droit de vivre ou de mourir pour ces femmes. La vache. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même avec cette immense liberté à Assour, les maris marchands restaient parfois bloqués en Anatolie pendant des décennies. La loi mésopotamienne imposait la monogamie stricte, non, Oui, la règle, c'est la monogamie. mais le commerce exigeait des compromis. Et nos sources mentionnent une clause légale absolument folle. Le marchand voyageur avait le droit de prendre une deuxième épouse dans son comptoir anatolien. Oui, c'était une dérogation qui était très codifiée. Le contrat précisait que le marchand devait subvenir aux besoins matériels de ces deux foyers, mais il y avait une condition non négociable gravée dans l'argile. C'est ma règle préférée de toute l'Antiquité, je crois. La loi stipulait que les deux épouses ne devaient strictement, mais strictement jamais se croiser. Jamais, oui. C'est le scénario parfait pour une comédie de situation. J'imagine le pauvre marchand à Canèche transpirant à grosses gouttes en recevant une tablette qui dit « Chérie, le trajet à Dodane me tente bien, j'arrive pour les vacances ». C'est clair que l'anecdote prête à sourire aujourd'hui, mais la réalité derrière cette organisation matrimoniale était souvent d'une grande violence psychologique. J'imagine, oui. Gérer une double vie à 1000 km de distance a créé des tensions monstrueuses. Et les correspondances qui nous sont parvenues montrent bien que la souffrance des premières épouses restées à Assour était tout sauf une comédie. Ouais, t'as raison. Les contrats de mariage qu'on vient de citer, bon, c'est la théorie, c'est la structure, le squelette de leur société. Mais les lettres privées, c'est le système nerveux. C'est la réalité brute. Et aucune voix ne vibre de manière aussi intense dans nos sources que celle de Taram Koubi. C'est elle, la mère de famille dont je parlais au tout début de notre exploration. Taram Koubi, elle incarne ce qu'on qualifierait aujourd'hui de charge mentale. Mais alors, portée à un niveau industriel. Son mari, Inaya, il était parti en Anatolie pour faire fortune. Et de facto, elle s'est retrouvée chef d'entreprise, comptable et mère célibataire. Et elle gérait combien d'enfants déjà ?
Elle devait élever à 5 garçons, elle devait aussi gérer les sacrifices aux dieux pour protéger les caravanes et affronter l'administration fiscale d'Assour, parce que les percepteurs venaient réclamer les impôts sur le commerce de son mari qui, lui, était absent. Et le pire, c'est que pendant qu'elle se bat toute seule pour maintenir le navire à flot, ce fameux Inaya lui envoie des lettres pour se plaindre. Il lui reproche de dilapider l'argent du ménage. Le culot. Mais grave. Et là, Taram-Kubi prend l'argile et elle lui répond. Et c'est une éruption volcanique, ce texte. Elle lui rappelle les faits, noir sur blanc. En partant, tu ne m'as pas laissé un seul cycle. Juste pour qu'on se rende compte, ne pas avoir de cycle à cette époque, qu'est-ce que ça implique concrètement? Un cycle, c'est la petite monnaie d'argent de Plaz. C'est l'équivalent d'un peu plus de 8 grammes d'argent. Donc ne pas avoir un seul cycle, ça signifie que vous êtes totalement hors du circuit commercial. Vous ne pouvez strictement rien acheter sur le marché. T'es ruiné, quoi. C'est ça. Tarem Koubi lui décrit d'ailleurs une famine dévastatrice qui frappe Assour au même moment. Elle écrit qu'elle n'a même plus d'orge pour nourrir les enfants. L'inflation due à la pénurie est telle que l'argent ne vaut presque plus rien, de toute façon. Elle va jusqu'à vendre ses propres bijoux en argent, c'est ça? Ouais, juste pour payer les percepteurs d'impôts et éviter que la famille ne bascule dans l'esclavage pour dette dont on parlait tout à l'heure. Et au milieu de toute cette détresse, il y a cette phrase poignante qu'elle adresse à ce mari distant et critique. Je la relis. « Tourne-toi vers Assour, ton Dieu, et ton foyer, et que je puisse voir tes yeux tant que je suis encore en vie. » C'est d'une intensité folle. Est-ce qu'il a fini par rentrer au moins? C'est toute la tragédie de leur histoire. Malgré les sacrifices monumentaux de Taram Kubi, Inaya n'a jamais revu Assour. Il est mort en Anatolie. Oh non. Si. Taram Kubi a tout supporté pour préserver un foyer qu'il ne rejoindra finalement jamais. C'est vraiment déchirant. Et cette crudité émotionnelle, cette manière très directe de dire « tu m'as laissé sans un sou », ça soulève une question de logistique un peu intime, tu trouves pas? Comment elle faisait pour coucher cette rage sur la terre? Je veux dire, s'il fallait aller sur la place du marché et dicter ses problèmes de couple à un scribe professionnel devant tout le monde, ça casserait un peu l'intimité, non? Est-ce qu'elles étaient analphabètes, ces femmes? Pendant longtemps, on l'a cru. On pensait que l'écriture était réservée à une élite de scribes. Mais les recherches paléographiques, toujours menées par des spécialistes comme Cécile Michel, ont prouvé exactement le contraire. L'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire savoir lire, écrire et calculer pour les besoins du quotidien, c'était massif dans ces familles marchandes. Donc elles écrivaient elles-mêmes? Exactement. Les archéologues ont d'ailleurs identifié 3 niveaux d'écriture distincts sur ces tablettes. Attends, comment on peut distinguer des niveaux d'écriture sur des clous enfoncés dans de l'argile? C'est assez clair quand on a l'œil. Le premier niveau, c'est la maîtrise parfaite. C'est le script professionnel, les signes sont réguliers, la syntaxe est impeccable. Le deuxième niveau, c'est l'apprentissage familial. C'est très correct, transmis de parents à enfants. Mais le troisième niveau, c'est l'apprentissage, on va dire, sur le tas. Le niveau 3, c'est notre fameux texto écrit à la va-vite, quoi. Quand t'es pressé ou très en colère, tu te moques un peu de l'orthographe. C'est complètement ça. Sur ces tablettes de niveau 3, les signes sont simplifiés, brouillons. La grammaire académique, elle passe par la fenêtre. Elles écrivent phonétiquement, telles qu'elles parlent, avec toute la rudesse du langage oral direct. Les traducteurs modernes sont même obligés d'ajouter des points d'exclamation un peu partout dans les versions françaises pour rendre compte de l'agressivité et de l'urgence de ces messages. J'adore. Mais cette écriture brute, c'était pas leur seule production physique, si j'ai bien compris. La richesse de ces marchands d'Assour, elle reposait sur l'exportation d'une matière première dont ces femmes avaient le monopole absolu, le textile. Oui, l'artisanat textile, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est carrément une industrie de l'ombre. On a dans nos sources la lettre d'un marchand nommé Puzour Assur qui écrit à Wakurtum, une jeune apprentie, et lui donne des instructions hyper techniques pour fabriquer une étoffe très spécifique, le coutanum. On parle d'un tissu qui devait faire environ 4 mètres de large sur 4 mètres et demi de long. Un très grand tapis, en gros. C'est ça. Mais à quel point c'était difficile à produire avec les outils de l'époque? Pour véritablement comprendre l'enfer de ce travail, il a fallu recourir à l'archéologie expérimentale. Des chercheurs ont reproduit les gestes de ces femmes en utilisant des métiers à tisser verticaux, qui sont similaires à ceux qu'utilisent encore aujourd'hui certaines tisseuses de kilim en Cappadoce. Et alors ça donne quoi en termes de temps? Les métriques sont effarantes. Pour obtenir l'une de ces grandes étoffes, il fallait commencer par 2,5 kg de laine brute. Et là, c'était 20 jours de travail acharné, à se détruire les mains, juste pour la nettoyer, la laver, la trier et la peigner. Juste pour la préparation. Et ensuite, l'étape du filage.
Et c'est là que ça devient inimaginable. À l'aide d'un simple fuseau de bois, qu'il fallait faire tourner sans relâche, ces femmes passaient jusqu'à 3 mois complets, 3 mois? de l'aube au crépuscule, pour filer la laine nécessaire à un seul grand tissu. 3 mois pour produire 36 kilomètres de fil de laine à partir des 2,5 kg de départ. Attends, 36 kilomètres de fil pour un seul tissu. Mais c'est quasiment la longueur d'un marathon filé à la main, centimètre par centimètre, et les quotas imposés par les maris depuis l'Anatolie exigeaient environ 25 étoffes de ce type par an et par famille. C'est ahurissant. Ces femmes ne faisaient pas que gérer les impôts et les enfants, elles vivaient dans des usines textiles domestiques. C'est de l'épuisement pur et simple. Et tout cet épuisement, toute cette charge mentale, ils sont enfermés dans ces petites enveloppes d'argile. Ce qui m'amène d'ailleurs au pont technologique vertigineux que mentionnent nos sources. Si j'ai bien lu, certaines de ces tablettes vieilles de 4000 ans n'ont jamais été ouvertes. Oui, c'est exact. Leurs sceaux sont encore intacts aujourd'hui. De nombreuses enveloppes sont arrivées scellées jusqu'à nous. Et historiquement, pour lire le message à l'intérieur, les archéologues devaient casser l'enveloppe, ce qui évidemment détruisait l'empreinte digitale de l'expéditeur, le fameux sceau cylindrique. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, aujourd'hui la science médicale a volé au secours de l'archéologie. Donc qu'est-ce que tout cela signifie ? Qu'on passe littéralement ces lettres aux rayons X. Les chercheurs utilisent un scanner tomographique, l'NCC. C'est un scanner à haute résolution qui photographie l'intérieur du bloc d'argile millimètre par millimètre. Et ensuite, un ordinateur recrée la tablette interne en 3D sur un écran. C'est ça. On peut lire la dispute conjugale d'il y a 4000 ans sans même effleurer le cadenas terre cuite. C'est magique. C'est un vrai triomphe technologique. Mais il faut quand même rappeler que la machine ne traduit pas le texte. Ce scanner aurait été totalement inutile si, au préalable, des génies humains n'avaient pas réussi à percer le code de cette langue morte. Ah oui, le déchiffrement. Parce que le cunéiforme mésopotamien, c'est un véritable cauchemar cryptographique. Il a été inventé par les Sumériens, bien avant l'époque de Taram-Koubi. C'est une écriture syllabique super complexe, sans ponctuation et sans aucun espace entre les mots. Juste une suite ininterrompue de clous géométriques. J'adore cette partie d'histoire. Comment on a craqué ce code ? Tout s'est joué au 19e siècle, non ? Avec un concours digne d'un film à suspense intellectuel. Tout à fait. Dans les années 1850, il y avait 4 savants de génie, tous rivaux, qui travaillaient d'arrache-pied sur l'acadien cunéiforme. Il y avait les Britanniques Rawlinson et Talbot, le savant judéo-allemand Jules Oppert et le pasteur irlandais Edward Hinks. Le casting parfait. Chacun pensait détenir la bonne méthode de traduction, mais la communauté scientifique restait très sceptique. Il fallait une preuve irréfutable. Et c'est là que la Royal Asiatic Society britannique organise le test à l'aveugle ultime. En 1857, ils récupèrent un texte cunéiforme qui venait tout juste d'être exhumé, donc totalement inédit, et ils en envoient une copie scellée à chacun des 4 savants. Les règles étaient strictes. Ouais. Vous êtes isolé, vous avez 2 mois, et vous devez renvoyer votre traduction en anglais, sous pli scellé. Pas de triche, pas de collaboration. Et le Kimax a eu lieu le 25 mai 1857. La commission scientifique s'est réunie à briser les sceaux des 4 enveloppes et à comparer les textes. Et là, la concordance était frappante. Bien sûr, le choix de certains mots différait, mais le sens général, la grammaire, la structure, tout était identique. Ils avaient trouvé la même clé indépendamment. Exactement. Ce jour-là, l'écriture mésopotamienne a été officiellement déclarée déchiffrée. C'est la beauté de cette histoire. Le génie rigoureux de ces 4 savants rivaux du 19e siècle, alliés aux rayons X du 21e siècle, nous permet d'écouter les larmes et la sueur de femmes assyriennes du 20e siècle avant notre ère. C'est vertigineux quand on y pense. Si on résume un peu notre exploration, je crois qu'on a fait exploser le mythe d'une antiquité ennuyeuse et figée. On a découvert ce système complexe de chèques aux porteurs, on a compris le poids monstrueux de la charge mentale de Taram-Koubi qui gérait ses affaires avec une liberté juridique certes conditionnée, mais réelle. Ouais, on a aussi ressenti l'épuisement de ces tisseuses qui filaient 36 km de laine. Et on a vu comment un petit seau d'argile pouvait être aussi inviolable qu'une blockchain moderne. Chaque tablette d'argile, chaque ligne cunéiforme déchiffrée, c'est vraiment une victoire contre l'oubli. Ces sources ne nous apprennent pas seulement comment ils commerçaient, elles nous montrent surtout comment ils s'aimaient, se trahissaient et survivaient au quotidien. La complexité humaine, c'est une constante universelle. Totalement. Et pour clore cette plongée dans les sources, prenons un peu de recul. Aujourd'hui, nos propres tablettes d'argile, elles sont devenues numériques.
Nos serveurs colossaux regorgent de nos angoisses financières, de nos mémos vocaux interminables, de nos disputes de couple écrites à la hâte, pleines de fautes de frappe et de points d'exclamation compulsifs. C'est pas faux. Imaginons un instant le monde dans 4000 ans, en l'an 6026. Au milieu des ruines archéologiques de nos data centers, quelle enveloppe scellée numérique survivra assez longtemps pour qu'un chercheur du futur puisse déchiffrer nos vies avec autant d'honnêteté et de vulnérabilité que Taram Koubi? Ça laisse songeur. Il y a toujours de nouvelles questions à se poser. Parfois, les découvertes les plus révolutionnaires ne sont pas dans le marbre poli des musées, mais dans les correspondances un peu chaotiques et boueuses du quotidien. D'ici notre prochaine exploration, gardez l'esprit grand ouvert. À très bientôt.